Merci Émilie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de ce MOOC. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais vous montrer le teaser qui a été réalisé par les équipes de Dauphine et qui avait donc vocation à attirer des... Oh, pardon, il faut que j'arrive à le mettre en marche. À présenter le MOOC. Donc, au moment de l'ouverture des inscriptions, c'était, disons, un produit de communication pour présenter le contenu et faire la promotion de ce MOOC. Quel est l'impact d'une politique de réduction des charges sociales sur le chômage ? La taille des classes affecte-t-elle la réussite scolaire des élèves ? L'amélioration de l'accès à l'eau potable permet-elle de réduire la mortalité infantile ? Autant de questions auxquelles il est important de répondre pour comprendre si les politiques ou les projets remplissent leurs objectifs. Mais ce n'est pas simple. L'objectif des méthodes d'évaluation d'impact que nous allons présenter dans ce MOOC est justement d'identifier et de mesurer l'impact des politiques publiques. À partir de l'analyse statistique de données d'observation ou de données expérimentales, ces méthodes reposent sur la comparaison de groupes qui ont bénéficié de l'intervention et de groupes qui n'en ont pas bénéficié. Ce cours s'adresse aux étudiants et aux professionnels qui s'intéressent à l'évaluation des politiques et des projets sous un angle résolument quantitatif. Il requiert des notions basiques mais solides d'analyse statistique. Nous présenterons donc le problème de l'évaluation d'impact ainsi que les différentes méthodes qui ont été développés pour l'analyser et le résoudre. Ce MOOC est organisé en 6 modules. Chaque module comporte plusieurs séquences vidéo qui sont à chaque fois accompagnées d'un quiz. Le premier module présente le problème de l'évaluation et propose différents éléments de cadrage. Les modules suivants portent chacun sur une méthode. Pour cette expédition dans l'univers des méthodes d'évaluation d'impact, vous serez accompagnés par 3 enseignants. Luc Béhagle, qui est directeur de recherche à l'INRA et enseignant à l'École d'économie de Paris, Philippe Devrière, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine, Anne-Sophie Robiliard, qui est chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous serez également accompagnés par des assistants qui animeront les forums et répondront à vos questions. Bonne découverte et bon MOOC! Donc voilà, ça c'est donc le teaser de ce MOOC. Et maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail de la production de ce MOOC et de l'origine du projet. Donc concernant l'origine du projet, excusez-moi, je reviens sur mes slides. Voilà. À l'origine du projet, déjà, il y a une curiosité, en tous les cas de ma part et aussi de mes collègues enseignants pour les ressources pédagogiques libres et la création de contenus pédagogiques innovants. Le fait que j'étais, moi, engagée dans plusieurs enseignements de cette thématique de l'évaluation des politiques publiques, des méthodes d'évaluation d'impact des politiques publiques, pour être plus précise, dans plusieurs masters au niveau M2, et mes collègues aussi. Et puis aussi l'identification à travers mon activité de recherche et mon activité professionnelle plus généralement d'une demande, notamment au Sud, sur ces questions-là. Donc moi, je suis chargée de recherche à l'IRD, donc c'est un EPST comme le CNRS, et je travaille beaucoup sur l'Afrique subsaharienne, et je suis amenée à y aller souvent, et du coup j'ai des retours quand je dis que j'enseigne ce sujet, je reçois beaucoup de retours sur le besoin qu'expriment les gens d'être formés à ces questions-là, à ces méthodes-là. Voilà. Donc du point de vue de l'équipe, vous avez déjà eu des éléments pour l'équipe enseignante, donc 3 enseignants, avec donc un enseignant de PSE, l'École d'économie de Paris, un prof de Dauphine, Philippe Devrière, et moi-même. En plus, compléter cette équipe par un expert qui est aussi en fait enseignant de ces questions-là, mais qui a plutôt travaillé sur les quiz. Je vous montrerai tout à l'heure un peu l'articulation dans les modules entre séquences vidéo et quiz, qui était une partie importante aussi de ce projet. Une ingénieure pédagogique, en la personne de Émilie Delaherche du CIP, qui nous a beaucoup soutenus. Et pour le déroulement du cours, la nécessité aussi d'embaucher, d'identifier, de recruter un tuteur, qui en l'occurrence était un doctorant de mon laboratoire, un doctorant de Dial, et qui a très bien joué le jeu.
donc qui a donné une 40aine d'heures de tutorat, mais qui était vraiment centré sur la période de déroulement du MOOC. Après, d'autres moyens, le studio d'enregistrement vidéo et audio de Dauphine, l'équipe audiovisuelle aussi qui a été là pour notamment toutes les séquences vidéo et pour la post-production, et l'équipe de communication, dont vous avez vu déjà un des produits qui était le teaser et qui nous a beaucoup plu, et je pense qu'il a contribué au succès du MOOC. Du point de vue du financement, comment s'est construit ce projet? Alors c'est une construction longue, parce que on a répondu en 2015 à un appel SPIF de PSL, donc un appel au soutien au projet de formation innovant. Et on a obtenu donc à peu près 20 000 euros on demandait 20 000 euros, on a obtenu 20 000 euros. Une grosse partie de ce budget était dédiée en fait à la réalisation des quiz, puisqu'on sous-traitait la construction de ces quiz. Bon, c'est une question qui vaut la peine d'être résolue peut-être en amont et peut-être avec une solution différente. Mais voilà, on a décidé de sous-traiter la production des quiz, qui représentait un engagement en temps assez long, à Didasque. Et Dauphine a contribué à travers la mise à disposition des moyens, donc le studio et puis surtout le temps d'Émilie, mais aussi le studio, le temps des ingénieurs qui nous ont suivis en audiovisuel. Et puis après, une contribution aussi, disons, indirecte de l'IRD, donc mon institut, de l'École d'économie de Paris, surtout sur la partie com, mais aussi indirecte à travers le temps de Luc Béagle. Alors, du point de vue de la production, pour vous donner une idée de la structure, et je vous montrerai peut-être après tout à l'heure un exemple, on était parti assez vite sur l'idée de fonctionner, alors c'est assez classique dans les MOOC, donc de fonctionner sur un format où on a une séquence vidéo avec un contenu pédagogique, et juste derrière, donc cette séquence n'est pas très longue, en général moins de 10 minutes, et elle est suivie d'un quiz. Donc un quiz où on teste les notions qui sont... Enfin, on teste. On interroge les participants sur les notions qui sont développées dans la séquence vidéo, qui peut être à la fois, qui peut être soit personne, c'est-à-dire une personne qui parle, je vais vous montrer ça tout à l'heure, soit des slides, donc des slides commentés, des slides qui sont accompagnés d'une voix off et qui présentent différentes choses. Et donc c'est toujours assez systématiquement suivi d'un quiz, parce que ça nous paraît important d'avoir... comme outil pédagogique, le quiz est important, et puis ça permet aussi de rythmer l'apprentissage, parce que regarder une demi-heure de vidéo, c'est pas tout à fait évident, mais donc voilà, c'est quelque chose d'assez courant dans ce type d'approche. Pas mal de tâtonnements techniques, je devrais dire, mais je vous donnerai après un peu une idée du temps qu'on a consacré à tout ça, mais quelques tâtonnements techniques sur l'outil à utiliser pour réaliser les séquences sans slide notamment, et comment les faire, est-ce qu'on les fait en studio, est-ce qu'on les fait chez soi, ça reste encore des questions qui sont pas complètement... auxquelles on peut encore apporter d'autres réponses. Un temps de post-production, donc d'assemblage des vidéos, et aussi un temps aussi pour l'intégration sur la plateforme Fun, qui fonctionne avec... Donc Fun, c'est France Université Numérique, donc c'est le portail francophone qui met à disposition des MOOC de l'ensemble des établissements français ou francophones. Alors, si j'arrive pas là, je vais y arriver autrement. Donc ici, on est sur le portail du MOOC. On est sur Fun, pardon. Donc Fun. Et on est sur la page du MOOC. Je peux vous montrer... je vais vous montrer peut-être quelques infos du cours. Où on a les différentes séquences. Bon, là, c'est la reprise des messages qui étaient envoyés pendant le déroulement du MOOC et qui étaient adressés aux inscrits pour qu'ils soient informés de la mise à disposition du contenu pédagogique. Donc, si on prend un exemple de séquence, si je prends par exemple le modèle causal de Rubin, parce que c'est celui où on a un exemple, c'est un de ceux où on a un exemple de séquences vidéo, personne et slide. Comme ça, vous aurez une idée de la manière dont ça se fait. Donc ça, c'est une séquence vidéo, disons, typique, où il y a une introduction. Dans cette présentation, nous allons donc nous placer dans le cadre dit de Rubin, du nom du statisticien Donald Rubin, qui, avec d'autres chercheurs, a développé ce cadre de formalisation du problème de l'évaluation au cours des années 70. Le modèle causal
Donc je passe juste pour vous montrer, ça c'était une séquence personnage, d'accord? Et là j'ai juste sauté un peu en avant pour vous montrer l'utilité d'un slide. C'est-à-dire on n'a pas besoin de voir la personne, mais on a besoin de présenter différents concepts. Donc on a choisi ici d'avoir quelque chose d'animé. Hein. Enfin, les slides sont dynamiques, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, encore une fois, ça c'est des choix qui peuvent être faits différemment. Je dois vous avouer, enfin, du point de vue technique, on avait au départ envisagé quelque chose d'encore plus fluide. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Khan Academy, qui est une des ressources pédagogiques libres qui est très connue au niveau international, mais qui a une autre démarche, c'est pas une démarche de MOOC, c'est plus une bibliothèque de ressources numériques. Donc Khan, K-H-A-N. Et là, c'est quelqu'un qui parle et qui écrit au fur et à mesure. Enfin, il est jamais visible à l'écran, il a un tableau noir, et au fur et à mesure de son texte, enfin de son script, on a même l'impression que c'est pas écrit tellement il est à l'aise. Il écrit ses équations, et c'est excellent. Enfin, moi, je trouve ça très, 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 très fort, mais en fait, il faut vraiment être Sal Khan, donc le fondateur de pour réussir à faire ça bien, parce qu'il faut une précision à la fois dans l'explication et une fluidité dans l'écriture. Donc on s'est assez vite rendu compte qu'on n'avait pas ces capacités-là mais qu'on pouvait s'appuyer sur des slides avec donc tout un travail aussi de préparation de ce support-là. On peut l'utiliser en cours, hein, c'était en partie utilisé en cours, mais comme là on n'est même plus à l'écran, on a besoin d'avoir faire quelque chose d'un peu plus dynamique que juste des bullet points avec du texte, quoi. Donc ça ressemble à ça, et alors ça c'est pour la partie séquence vidéo, et puis elle est suivie donc par exemple pour le modèle causal de Rubin, je reviens à ça, donc là il y a une séquence vidéo, c'est indiqué par cette petite icône ici, et ensuite on a la séquence des quiz. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai du texte comme ça, mais... Voilà, donc question 1, le modèle causal de Rubin propose une formalisation, et donc on a ici la possibilité de cliquer les boîtes pour répondre à la question, qui est en lien avec la vidéo qui vient d'être montrée. Et puis, donc ce sont des quiz de test apprentissage au sens où l'idée c'est de s'assurer que l'étudiant a bien assimilé les concepts et les idées qui sont présentées dans les vidéos. Je reviendrai sur cette question de quiz test apprentissage. Voilà en gros le format d'une séquence, donc plusieurs séquences comme ça, plusieurs capsules vidéo quiz constituent un module, et on avait 6 modules, et chaque module était ouvert de manière séquentielle chaque semaine. Donc on a commencé la première semaine avec l'introduction, et puis on a ouvert les autres au fur et à mesure, même s'ils étaient déjà prêts tous depuis longtemps. On n'a pas tout mis en ligne, ce qui est aussi une question qui peut se poser. Alors, du point de vue, pour revenir un peu sur la communication, enfin les éléments en fait qu'on a mis en place autour des différentes questions de production, donc ça je viens de le présenter. Du point de vue de la communication, donc plusieurs institutions partenaires étaient impliqués, notamment Dauphine, et donc on a utilisé les moyens de la presse, du web, de la newsletter Fun, qui fait aussi sa propre com, qui a un catalogue d'inscrits, hein, donc qui peut diffuser de l'information, mais aussi nos propres réseaux professionnels. Donc moi j'ai envoyé un mail à une centaine de collègues pour qu'ils diffusent aussi dans leur réseau, et souvent avec des retours, ah oui c'est intéressant, je vais m'inscrire. Déroulement, donc 2 ans et demi après, on a ouvert les inscriptions en juillet 2017. Le MOOC a démarré le 9 octobre et s'est terminé le 3 décembre. Et donc, comme je l'ai indiqué, il a été animé par un tuteur à raison d'une 40aine d'heures de tutorat. Inscription, donc on était très contents. On avait 4500 inscrits, parce que le teaser était pas mal, peut-être. Et puis parce que la com a été bien... Enfin voilà, ça a bien circulé dans les réseaux. Et alors en revanche, on va voir après que sur ces 4500, tous n'ont pas suivi en réalité le MOOC. Il y a une différence. Moi, je me suis déjà inscrite, je ne sais pas si ça vous est arrivé, à plusieurs MOOC que je n'ai jamais suivis. Donc c'est assez standard d'avoir pas du tout le même chiffre entre ceux qui sont inscrits et ceux qui sont réellement suivis le MOOC.
Parmi ceux qui ont réellement suivi le MOOC, je vous dirai après combien ils sont, il y en a 660 qui ont rempli l'enquête de début de cours, et donc qui nous permettent de savoir qui sont, d'où ils viennent. 50 nationalités, donc, et puis 36% de femmes et 65 personnes en activité. Donc on avait étudiants en activité. Bon, après on a plus de précision sur le niveau, leur niveau scolaire, le niveau éducatif ou leur secteur d'activité. Donc on peut dire de ce point de vue-là qu'on a atteint deux cibles qui étaient importantes, notamment pour moi, qui étaient l'Afrique subsaharienne, où j'avais perçu une forte demande pour ce type de contenu, et puis des professionnels. Donc c'est clairement aussi une cible qui a répondu, enfin qui a été atteinte par les inscriptions. Du point de vue du bilan, donc, sur ces 4500 inscrits, il y en a 1600 en réalité qui ont commencé le MOOC, c'est-à-dire qui sont entrés dans le MOOC par le premier module. Et on a aussi des statistiques sur le décrochage au fur et à mesure, mais le décrochage, c'est un des problèmes des MOOC, c'est que les gens commencent et puis décrochent au fur et à mesure. Alors, à la fin, il y en a 440 qui ont passé l'examen final, ce qui représente à peu près 25%. Et bon, moi, je n'ai pas des statistiques en tête, mais des spécialistes du MOOC m'ont dit que c'est un très bon score par rapport à ce qui se fait, enfin à ce qu'on sait des MOOC. Les taux de décrochage peuvent être bien plus importants que ça. Parmi ces 441, 271 ont obtenu une attestation de suivi avec succès. Donc il faut voir que les quiz étaient notés et à la fin, il y avait un quiz final qui reprenait des questions qui avaient déjà été posées, mais peut-être en modifiant un petit peu le contenu, et qui rajoutait des questions plutôt d'intercomparaison entre les modules. Et donc 61% de ceux qui ont passé l'examen final ont obtenu une attestation de suivi avec succès. Et puis on leur demandait évidemment de nous dire ce qu'ils avaient pensé de ce MOOC. Ils étaient plutôt contents, mais beaucoup ont trouvé que le niveau théorique était un peu trop avancé pour un cours introductif, parce qu'on l'a quand même appelé Introduction aux méthodes, qu'on a sans doute sous-évalué le niveau prérequis et le temps demandé. On avait inscrit dans la page de présentation du MOOC, on indique combien d'heures par semaine faut-il consacrer à l'apprentissage. On avait mis 2 heures, peut-être qu'on aurait dû mettre 3. Et aussi, ce qui a été demandé, c'est des cas pratiques d'application. Donc ce sont des outils qui sont présentés ici vraiment dans un aspect théorique, assez conceptuel, avec des cas pratiques dans les quiz, mais c'est plutôt des cas... C'est pas une application au sens strict, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mains dans les données. Puisque au final, ce qu'on met en œuvre et ce qu'on enseigne, ce sont des méthodes statistiques. Donc, à la fin, on est amené à utiliser des données statistiques. Or là, cette dimension d'application avec l'utilisation de données, elle est absente. Donc après d'autres suggestions que Émilie a mis en exergue à la fin du MOOC, en ayant passé en revue les demandes, ajouter un glossaire, ajouter une biblio, une revue de la littérature, proposer des supports complémentaires et revoir la notation, puisque comme je disais, on notait les quiz au fil de l'eau, donc les quiz de chaque module, mais on notait aussi le quiz final. Et on avait une pondération entre les deux. En discutant ensemble, et notamment avec Thierry, qui était l'expert d'IDASC, qui est celui qui a donc fait les quiz et qui est très, très versé dans ces questions-là d'apprentissage numérique, on s'est dit que peut-être il ne fallait pas noter les quiz au fil de l'eau. Et donc pour être vraiment dans une démarche de quiz d'apprentissage et non pas de test, et ne noter, enfin ne valider ou n'attribuer ne faire un examen que sur la base de l'examen final, du quiz final. Pour la suite, donc on a prévu de rediffuser le MOOC en octobre 2018. On réfléchit sur les modifications. Pour l'instant, on n'a pas fait de modifications. On pense que ça serait, donc, par rapport aux demandes, intéressant de construire des cas pratiques, mais ça demande pas mal de temps. Se posent après des questions qui sont aussi peut-être plus techniques. Est-ce qu'on doit mettre les contenus à disposition à l'ouverture ou bien au fil des semaines? Donc il y avait des demandes un peu pour avoir tout disponible, parce que les gens ont leurs agendas, ils n'ont pas envie d'attendre la semaine d'après pour continuer s'ils ont un moment de libre. On se pose la question, enfin le MOOC est déjà utilisé par un de mes collègues, donc Philippe Devrière, dans un de ses cours. Et moi, j'envisage de l'intégrer aussi dans un de mes cours. Après, la question qui se pose et qui est
pas totalement résolue, et qui est peut-être une question que l'un d'entre vous a posée, c'est quel est le modèle économique de ce type de cours. Donc c'est assez coûteux en temps et en ressources. Vous avez vu qu'il y a une mobilisation de 3 enseignants-chercheurs, d'une ingénieure pédagogique, des ressources de l'université en matière de communication et audiovisuel, mais c'est un produit gratuit. Donc il a vocation, le MOOC a vocation à rester gratuit, c'est-à-dire un produit accessible en ligne, sans coût d'entrée. Enfin, après, il y a différents modèles économiques dans les MOOC. Il y a certains qui font payer la validation, avoir une certification avec un label universitaire, c'est payant, mais le contenu reste généralement accessible. Mais c'est coûteux aussi à l'entrée. Enfin, c'est surtout coûteux à l'entrée. C'est-à-dire, ça nous a coûté de produire tout ce contenu et de construire le MOOC. Maintenant, une fois qu'il est là, le coût va être un coût éventuellement un peu de com et le coût du tutorat. Et puis le coût des modifs. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est pas complètement résolu. Enfin, on a réglé le problème du coût du tutorat, mais pour le reste, comment est-ce qu'on se mobilise ? Comment est-ce qu'on finance, si vous voulez, l'évolution du MOOC, sachant que par rapport à la démarche des enseignants, donc Luc Béhagle, Philippe Devrière et moi-même, on n'avait pas de rémunération, on a touché des droits d'auteur qui étaient entre guillemets un peu symboliques par rapport au temps qu'on y a passé, mais c'était pas notre motivation initiale. Notre motivation initiale, c'était de se lancer un peu dans cette aventure. On l'avait jamais fait, c'était notre premier MOOC à tous les 3, et donc curiosité pour cette innovation pédagogique. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui ça tenait un peu sur notre bonne volonté. C'est un peu difficile d'avoir ça comme enfin, ça peut poser des problèmes pour, disons, si on veut produire des MOOC en grande quantité, voilà. Donc ce que j'ai dit, beaucoup de tâtonnements, j'ai parlé un peu des tâtonnements techniques, c'était une première expérience, on apprend en faisant et puis on se pose des questions sur est-ce qu'il faut mieux faire les choses en studio ou pas en studio. Quelques difficultés de mobilisation, parce qu'on était 3 enseignants, il y avait le CUP évidemment, et puis aussi Didas, enfin Didas qui était pas... Il y avait moins de contraintes, mais des coûts de coordination qui n'étaient pas nuls. En production, j'ai essayé d'évaluer le temps, mais j'ai pas fait de comptabilité analytique, j'ai pas fait de feuille de temps quand on a produit, mais je dirais que, disons que pour produire 10 minutes de séquence vidéo, il faut compter au moins 1 heure. De préparation, des supports, du script, d'enregistrement, parce qu'on a fait peut-être 2-3 prises pour obtenir une prise correcte. Voilà, mais encore une fois, c'était la première fois, donc et ça ne compte pas la post-production, ça ne compte pas le travail qui est ensuite des ingénieurs de l'audiovisuel pour mettre ensemble les vidéos. Et ça, je ne sais pas du tout si Émilie, tu as des éléments, mais moi, je n'ai pas d'idée sur le temps que ça leur a pris. Voilà ce que je peux vous dire. Et je suis prête à répondre à vos questions, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment impressionnant. Je voulais savoir quel est le choix que vous avez fait de séparer l'enseignement du test, en fait, et pourquoi avoir confié les quiz, non pas à ceux qui ont créé le MOOC, mais voilà, c'est ça, le lien, parce qu'en tant qu'enseignant, on aime bien aussi contrôler jusqu'au bout, voilà. C'est un peu particulier. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est un peu particulier à ce MOOC. Je pense qu'en règle générale, c'est beaucoup plus naturel, en effet, que les enseignants fassent les quiz. Mais encore une fois, la personne qui a fait les quiz, c'est aussi un enseignant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des enseignements au niveau master sur ce thème-là et qui travaille avec Luc Béhagle en particulier. Il n'est pas officiellement enseignant-chercheur, mais il est chargé de cours. Et du coup, c'est le 4e enseignant. Oui. Voilà. Alors, c'est aussi pour des questions de temps, parce que ça nous a demandé déjà beaucoup de temps. On savait que les quiz, pour être vraiment bien faits, et là, honnêtement, je trouve qu'ils sont excellents, ces quiz, ça demande encore plus de temps. Et voilà, on n'avait pas envie d'investir à la fois dans la production des contenus et dans la production des quiz. Donc là, on avait cette possibilité de sous-traiter, entre guillemets, les quiz, donc on l'a saisi. Mais je suis d'accord que c'est plus naturel que les enseignants fassent les quiz.
Merci. En quoi sont-ils excellents ? Je dirais qu'ils sont excellents parce que moi j'essaie d'en faire et que j'arrive pas à faire d'aussi bien. Parce qu'ils sont vraiment... c'est vraiment une explicitation d'un cas assez détaillé, voilà, et les options de réponse ne sont pas du tout, évidentes. Donc c'est pas des quiz auxquels on répond en 2 secondes simplement parce qu'on a bien suivi le cours. Il faut quand même, c'est un exercice en fait, c'est un vrai exercice. C'est un exercice mais sous un format QCM. Parce que c'est vraiment pensé comme ça, quoi. C'est pensé comme des exercices. Et puis il y a aussi beaucoup de feedback dans les quiz. Sur les réponses, il y a souvent des explications très étayées. Si on se trompe, si on se trompe ou si on se trompe pas, de toute manière, on a du feedback. C'est-à-dire qu'on dit votre réponse est la bonne parce que. Et donc cette explicitation a posteriori, elle est aussi très utile parce qu'elle explique. C'est pas juste j'ai eu bon et puis c'était au pif, mais c'était voilà pourquoi votre réponse était bonne ou voilà pourquoi votre réponse est fausse. Et donc il y a vraiment trois dimensions dans la préparation de ces quiz. C'est la présentation de la question, du problème, la formulation des alternatives de réponses, et ensuite l'écriture, la formulation d'une explication de pourquoi la bonne réponse est la bonne. Et donc ces 3 éléments font que ce sont je pense, de très bons quiz. Et pas juste des QCM auxquels on peut répondre un peu vite. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. J'avais une petite remarque et une question. Ma petite remarque, j'ai suivi un autre MOOC sur Fun. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous envisagiez de peut-être enlever les évaluations module par module. Et moi, je me souviens m'être fait la réflexion, semaine après semaine, c'était un MOOC qui ouvrait une semaine sur l'autre, que ma motivation venait aussi de ma validation semaine après semaine. Je voulais faire mieux, je voulais augmenter, et puis c'est intéressant de voir tout de suite si on a compris, si on a... Si soi-même, on est capable de suivre. On a un feedback tout de suite. Hein. De toute manière, on a un feedback tout de suite. On sait... Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être... je pense en effet que cette dimension-là est importante. Hein. Ça vous donne en effet des objectifs. Mais la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça doit rentrer dans la note finale ? D'accord. Ce qui est une autre question. Est-ce que, on avait décidé qu'on avait un cut-off, on avait un seuil à partir duquel on attribuait une attestation de suivi avec succès. Est-ce qu'on compte ces questions-là, les questions au fil de l'eau, ou est-ce qu'on ne compte que les réponses au quiz final ? C'était une des questions qu'on s'est posées. Ma question était, vous avez évoqué le fait que les MOOC sont à vocation d'être massifs et gratuits et universels. Pourquoi celui-ci, en dehors du problème du tutorat, n'est pas en libre service toute l'année, comme on peut voir avec le CS50 de Harvard, ou avec des MOOC qui sont finalement accessibles à tout le monde quand on veut, parce que vous avez fourni un travail énorme. Et là, finalement, vous aurez eu 2 sessions de peut-être 2 mois sur 2 ans. Donc c'est un peu frustrant. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que on pourrait envisager de mettre les ressources pédagogiques de manière libre, évidemment, sans tutorat. Mais dans ce cas-là, l'offre elle est claire. Vous avez accès au contenu, vous avez accès au quiz, mais vous n'avez pas de tutorat. Donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir un retour, d'avoir une discussion, disons, avec quelqu'un. Ça pourrait être une option. Ouais, je sais tout à fait. C'est une question. Est-ce qu'on met les ressources pédagogiques libres sans format temporel, ou bien est-ce qu'on les inscrit dans quelque chose qui est du coup diffusé à une date précise ? Je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. Mais c'est une question intéressante pour tous les MOOC d'ailleurs. Et ça me fait penser, ça a moins de rapport, qu'il y a un MOOC sur Coursera, je crois, qui s'appelle Construire un MOOC. Oui, tout à fait. Qui est très intéressant et qui, d'ailleurs, pour sa première session, a été arrêté en plein milieu puisqu'ils n'avaient pas réussi à eux-mêmes gérer leur nombre d'inscrits et le forum. Voilà. Merci pour ce témoignage. Moi, j'ai une petite question sur le feedback. C'est un feedback automatisé ou c'est le tuteur qui fait le feedback ? Il y a un feedback automatisé. Et il y a la possibilité de poser des questions au tuteur. Ok. Et deuxième question, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, que vous avez mentionné, mais ça m'intéresserait que vous développiez. Vous dites maintenant je m'en sers pour mes cours du MOOC. Ça se passe comment concrètement ?
Alors, je ne peux pas vous faire de retour d'expérience parce que c'est quelque chose que j'envisage de faire à la rentrée prochaine. Donc, la personne qui a testé ça, donc c'est Philippe Devrière qui le fait dans un cours en formation continue, parce qu'il enseigne cette matière en formation continue, et il utilise le contenu vidéo. Donc, je pense que c'est un format de classe inversée en fait où les apprenants prennent connaissance du contenu avant le cours, donc chez eux, à l'heure qui leur convient, et qu'ensuite pendant les cours il y a une discussion autour des contenus et puis des cas pratiques. Et c'est ce que j'envisagerais de faire. En fait, c'est de donner la possibilité, de demander aux étudiants de venir en ayant suivi le cours avec des questions éventuellement, donc en faisant le rôle que le tuteur aussi fait. Et de discuter sur les quiz, de ce qu'ils n'ont pas compris, et puis de mettre ensuite en application, de leur proposer un cas d'application. Là-dessus, votre retour sera intéressant parce que dans les cultures un peu françaises ou latines, ils n'ont pas l'habitude de bosser avant le cours, les étudiants. Dans les mondes plus anglo-saxons, c'est assez différent. Et donc la question de savoir comment j'organise ma phase présentielle de sorte que c'est impossible ou impensable de suivre cette phase en présentiel si on n'a pas préparé le truc avant, c'est un challenge en soi. Ouais, tout à fait. Et après, il y a autre chose qui se profile, c'est la séparation du temps pour un enseignant entre la partie non présentielle et la partie présentielle, avec des équilibres horaires qui vont se modifier, des notions de service qui vont évoluer. Et là, on commence à rentrer dans des discussions parfois un peu délicates, malheureusement. Oui. On parle aussi des SPOC. Est-ce que vous avez envisagé là c'est différent et Alors les SPOC, si on envisage de l'utiliser en ressources pédagogiques d'un cours en présentiel, ça serait une formule de SPOC, mais je n'ai pas réalisé de SPOC en tant que tel, donc peut-être qu'Émilie pourra vous en parler mieux que moi. C'est vrai qu'il y a plusieurs SPOC qui ont été réalisés à Dauphine. Après, c'est vrai que finalement, l'utilisation que tu en ferais ou que Philippe en fait aujourd'hui dans ses cours en formation continue, c'est quasiment un SPOC en fait. Donc voilà, c'est le même type de contenu, mais pour une cohorte d'étudiants plus restreinte. Et après, il y a aussi l'aspect du séquencement. Je pense que dans vos cours, l'idée, ce sera vraiment de séquencer et pas uniquement d'avoir des ressources en libre accès que les étudiants peuvent utiliser comme bon leur semble. Il y aura toujours un séquencement avec chaque semaine peut-être des modules à travailler. Ça s'apparente à un SPOC. Oui, le séquencement a l'avantage de donner de la structure, mais après, c'est vrai qu'il y a une culture étudiante de ça. Moi, j'ai préparé des cours pour une université anglaise où il y a des reading lists de 10 articles pour chaque cours. Et en France, on fait très peu ça. On n'a pas cette même approche. Et donc là, à cette exigence-là, en effet, il faut s'assurer. Alors, peut-être qu'on peut être, entre guillemets, faire les flics et voir que les gens se sont connectés, ils l'ont suivi. Ça, c'est possible, je pense. Je suis pas sûre que ce soit l'esprit à développer, mais c'est une possibilité. Je sais que dans le format Khan Academy, là où il y a où c'est utilisé, donc Khan Academy, c'est vraiment des ressources très très courtes, des séquences qui sont mises en ligne, qui sont disponibles tout le temps, et certains enseignants au niveau primaire s'en servent. Il y a toute une collaboration entre Khan Academy et des enseignants, mais ils s'en servent aussi pour suivre leurs élèves, c'est-à-dire qu'ils suivent les progrès, ils suivent les endroits où ça bloque, et c'est pour ça que les quiz sont importants, parce que justement, c'est là où on peut éventuellement identifier des blocages dans l'apprentissage. Mais voilà, c'est encore une autre démarche, ça, c'est tout un système à revoir, quoi. Pardon, mais vas-y. Du coup, moi j'avais une question sur la préparation en fait d'un cours et la préparation d'une vidéo. Est-ce que c'est est-ce que ça se prépare de la même manière ? Est-ce que finalement tu aurais des conseils pour des enseignants qui vont faire des vidéos pédagogiques sur la meilleure manière de se préparer ? Parce que nous, en tout cas, on est très preneurs de ce genre de conseils au CIP. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est utile ou pas d'avoir des personnages, en fait, parce que c'est assez coûteux et c'est peut-être pas indispensable, mais au même temps ça donne cher à certains contenus, et nous on avait choisi pour le module improductif d'avoir principalement de la vidéo, ce qui était personnage,
par rapport à des vidéos slides. Je pense que pour les slides, ça peut fonctionner aussi, mais il faut que ce soit assez vivant, parce que sinon c'est quand même un peu austère. Donc voilà, essayer d'avoir des contenus qui sont dynamiques et qui sont colorés, qui sont vivants. Mais le caractère vivant, c'est dans l'image et c'est dans le son. Donc la difficulté, avec le script, c'est d'avoir quand même une fluidité dans l'élocution, celle qu'on peut avoir quand on est à l'aise dans un cours et qu'on se sent je sais pas, en forme et créatif. Et il faut garder cette spontanéité-là à l'enregistrement, ce qui n'est pas toujours évident. Je me demandais aussi, en m'imaginant moi faire le même genre de choses, j'en ai assez envie, moi je suis en management de l'innovation. Il y a deux peut-être choses que je voudrais discuter rapidement. C'est quand on enseigne en management de l'innovation, il y a toute une partie atelier de créativité, ou en tout cas qui supposerait que les gens qui suivent le MOOC à un moment donné se mettent par petits groupes pour produire quelque chose. Techniquement c'est possible, hein, mais je me demandais si certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu ou expérimenté ce genre de choses. Et l'autre aspect, c'est probablement le degré d'expérience qu'il faut pour expliquer simplement un certain nombre de choses, puisque là on n'a plus le contrôle visuel ou plus global de l'attention de la salle, etc. Et du coup, et on se rend compte aussi que les séquences que vous avez passées en témoignent. Quand on fait un MOOC, on parle plus lentement, on fait un tas de choses plus lentement que le prof qui ne se rend pas compte, qui parle trop vite et en ayant mis 10 000 trucs sur son PowerPoint et en passant ça en 10 secondes. Et donc on les connaît tous, les travers pédagogiques. Et de quelle façon est-ce qu'y compris pour vous, cette expérience vous a fait encore améliorer vos cours classiques, si je le dis comme ça? Voilà, il y a plein de questions. J'ai commencé par la question de la vitesse, parce qu'en fait, c'est une question assez intéressante. Je me souviens qu'à un moment, je regardais les MOOC qu'avaient fait, les séquences vidéo qu'avaient fait mes collègues, et je trouvais que c'était trop lent. En fait, dans le déroulement, on a le choix d'accélérer la vitesse. On peut accélérer la vitesse de déroulement. Dans quasiment tous les MOOC, on peut, dans les paramètres, modifier la vitesse de déroulement, sans que ça modifie la voix de manière insupportable. Donc on peut passer à 1,25 ou à 1,50. Donc c'est possible en soi. Parce que je trouve que si c'est trop lent, il y a aussi un côté un peu ennuyeux qui peut s'installer. Après, je me souviens aussi d'avoir vu à ce sujet la vidéo de Sal Khan, donc le créateur de Khan Academy, sur un TED Talk, qui raconte ça de manière super chouette, toute son aventure, et qui explique qu'au début, il avait fait ces petites vidéos pour ses cousins qui vivaient à l'autre bout des États-Unis, et qu'il avait eu des retours très bons de ses cousins. Il se trouve qu'il les avait mis sur YouTube, et donc après, il y a eu toute une montée et un développement de ça. Mais au début, il explique le retour de ses cousins, qui était de lui dire c'est vachement mieux que quand on est avec toi, parce qu'au moins on peut t'interrompre et on peut te faire répéter 3 fois. Et c'est vrai que c'était toute la richesse du contenu numérique. C'est la possibilité d'interrompre et la possibilité de faire répéter le prof sans lever le doigt, sans se retrouver confronté à quelque chose éventuellement désagréable. Donc j'avais trouvé ça rigolo. Sur la possibilité de faire des ateliers, je pense que oui, en théorie, c'est possible. Hein. Avec des bons forums, avec des systèmes collaboratifs de travail, je pense que c'est possible. En l'occurrence, là, ça ne se justifiait pas trop, mais sur d'autres sujets, sûrement. Alors oui, je peux répondre à ça, puisque moi je l'ai vécu par 2 fois. Sur celui comment construire un MOOC, ils avaient demandé à faire sur le forum des groupes par région, donc des régions mondiales. Hein. Et il y en avait un à Paris, et on avait tenté de se retrouver, et le MOOC avait fermé parce que ça devenait ingérable, totalement ingérable. Ils avaient 20 000 inscrits. C'était un énorme truc, mais c'était extrêmement intéressant de voir aussi pourquoi c'était tombé à l'eau. Et ensuite, le fameux CS50 là, de Harvard, Introduction à l'informatique, qui est, je crois, le MOOC le plus suivi au monde, dont le professeur est devenu une star auprès des jeunes informaticiens, fait très régulièrement des rencontres. On a des élèves ici de Mido qui sont partis aux rencontres qui ont eu lieu l'été dernier à UCL à Londres. Et c'était une véritable fête. Ils ont été couverts de cadeaux, ils ont passé 2 jours absolument extraordinaires. Ils sont revenus avec des tas de choses pour communiquer, en fait. Ils sont très, 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 très bons communicants. Et leur logo est connu, alors je suis peut-être un peu trop vieille, mais visiblement très connu. Ouais. D'accord, j'irai voir.
Moi, je peux apporter un témoignage par rapport au MOOC qui a été diffusé aussi sur Fun, se former pour enseigner dans le supérieur. En fait, on a pris une initiative interétablissement de proposer des animations locales pour donner l'opportunité aux enseignants. Voilà, le MOOC est découpé en 5 modules. Donc, on a proposé 5 ateliers permettant aux enseignants de venir se rencontrer. Le dernier a eu lieu à Dauphine le 14 février dernier. Donc, on a pu rencontrer des enseignants de la région parisienne, mais aussi des enseignants qui avaient suivi le MOOC. Et puis, du coup, des gens qui venaient aussi de la Cato de Lille, enfin, et de pouvoir aussi donner l'opportunité aux enseignants d'échanger entre eux et de pratiquer un peu plus en interaction, quoi. Ouais. Je suis désolée, j'espère que je ne monopolise pas la parole. Sur Fun, il y a Gestion de crise de Paris 2. Paris 2 et le OGN, l'école de gendarmerie nationale. Et ils ont 2 versions. Ils ont une version MOOC et ils ont une propre version SPOC pour leurs propres élèves et qui s'appuie sur le MOOC. D'accord. Et visiblement, ça marche parce que ça doit faire au moins 4 ans qu'ils le font. Et les contenus évoluent, enfin, vous avez... Les contenus évoluent, oui. Moi, j'ai participé à la première édition et il a évolué dès la 2e édition. On devient un peu accro au MOOC, en fait. Et du coup, la fin de la question d'Albert, qui était vos apprentissages pour votre vie de prof en présentiel. Je ne sais pas si pour l'instant, il y a eu beaucoup de... Enfin, je suis assez curieuse de l'expérience POC, justement, pour voir comment ça fonctionne, mais c'est un peu une autre question que celle que vous posez. Non, enfin, voilà, j'ai peut-être amélioré mes slides, quand même. Je botte un peu en touche. Non, je ne peux pas vous répondre de manière très, très précise là-dessus. Ça va dans le sens de ce que je ressens moi, c'est qu'au bout d'un moment, moi ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, mais pas la même chose, heureusement. Et à un certain moment, on sent que là, à force d'expliquer, de vulgariser dans des publics divers, d'avoir testé des trucs, d'avoir vu que tiens, là j'ai expliqué plus, ils ont moins compris. Donc en fait, il faut d'abord que j'explique ça, puis après je dis que c'est pas tout à fait juste, enfin tous ces vieux trucs, mais qu'on contribue aussi avec le CIP à remettre au goût du jour, c'est-à-dire innover, des fois c'est revenir aux fondamentaux. Hein. Bon. Et donc, effectivement, si on est dans ce cas-là, qu'on est devenu, on va dire momentanément et localement, à un point un peu optimal de clarté, bah, du coup, on est d'autant plus prêt pour faire un MOOC par module comme ça rapidement parce qu'on est prêt en fait. On a raconté le truc tellement de fois qu'on n'a pas à regarder sa feuille 10 000 fois, on bafouille pas, on n'hésite pas. Et du coup, bah, après, on n'est pas meilleur en cours puisque c'est le meilleur du cours qu'on a mis là-dedans, là, juste maintenant. Voilà. Et donc, ça pose plus la question sur des jeunes collègues qui auraient moins d'expérience, encore qu'il y a aussi des très bons débutants. Est-ce qu'on peut comparer des expériences de personnes qui se sont mis à des MOOC à différents moments de leur expertise, on va dire. Oui, tout à fait. Moi, une dernière remarque, c'est est-ce que du coup l'avenir qui se dessine, c'est un enseignement par MOOC ou chacun, est-ce que c'est parce que vous avez parlé du modèle économique, est-ce que ça serait imaginablement viable ou... Non, je pense pas. Enfin, y a eu un engouement. Je pense que c'est un petit peu retombé quand même hein, sur la production de MOOC. Non, je pense que c'est une ressource pédagogique. Moi, j'utilise celle-là, mais j'en utilise d'autres hein, en ligne. Je peux aussi aller sur des chaînes YouTube d'économétrie. Enfin, ça, y a plein de manières de faire. Un avenir de SPOC peut-être, parce que je pense que les classes inversées c'est intéressant, mais ça demande quand même un changement de culture. Donc c'est plutôt voilà l'utilisation disons multiple des ressources pédagogiques, enfin des ressources numériques, enfin ou du numérique dans l'enseignement. Mais un avenir de MOOC, ça serait un peu déprimant quand même. Oui, moi je pense comme vous parce que dans ce modèle, il y a un travers dont il faut se méfier, c'est le modèle de la consommation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas induire... Le savoir ne doit pas être équivalent à une consommation. Et donc, si on ne faisait plus que des MOOC, je crois qu'effectivement, on tomberait dans une consommation du savoir.
sans que le savoir nous change intérieurement pour qu'on soit des apprenants qui aiment apprendre et aussi qui, dans le partage voilà, de ce qui se passe dans un cours, il y a un partage qui fait qu'il y a un apprentissage un peu des deux côtés, je veux dire. Nous, on est toujours en apprentissage aussi face à nos étudiants. On apprend toujours, comme vous dites, à changer les choses. Chaque fois, ça sera différent la fois d'après. Donc, je crois que ce serait un peu le danger d'associer savoir à consommation. Il faut vraiment garder ça en tête. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Enfin, je pense que la boulimie des MOOC, ça peut exister, hein, mais on en revient un peu. Et puis, mais je pense que si ça peut améliorer justement l'expérience enseignante à travers peut-être faire avoir plus d'interactions. Enfin, ça dépend après à quel niveau, parce que je pense que dans les niveaux, disons préuniversitaires, ça peut avoir un sens de créer des classes inversées pour avoir ce contact plus individualisé avec les élèves, ce qui est quelque chose qui est promu un peu par les gens qui parlent de classe inversée, avec du numérique ou sans numérique, hein, d'ailleurs, mais le numérique, c'est un outil. Merci à tous. Il n'y a plus de questions. Merci encore Anne-Sophie d'avoir partagé ton témoignage. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de nous dire ce que vous avez pensé de cet atelier. Donc voilà, si vous avez un appareil connecté à Internet, vous pouvez donc suivre ce lien. Oui, du coup, vous pouvez juste mettre wooklab.com/CIP voilà, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'atelier.